2, 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de la Maison de la Conversation à Paris où on se retrouve dans le cadre du Learning Planet Festival. Donc un festival animé par Humans Matter aujourd'hui sur une journée avec un programme très complet autour de cette grande thématique du apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Donc, nous avons aujourd'hui un programme bien chargé avec plusieurs conférences et ateliers autour de cette grande thématique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une conférence sur le prendre soin de la santé mentale et comment prendre soin par l'entraînement des compétences sociales. Cet événement fait suite à deux autres Human in Motion sur le prendre soin de la santé mentale qui ont été animés dans le cadre d'une grande campagne lancée par Humans Matter, qui est donc une entreprise internationale de design cognitif qui travaille sur 3 axes principaux: la santé, le travail et l'éducation. Donc, tout d'abord, petit point logistique sur cette intervention. On va vous demander à ceux à distance de bien maintenir vos micros et caméras coupés pour le confort de tous. Et nous vous invitons à interagir avec nous dans le chat de Zoom, où Jérémy est là pour vous accompagner durant 7h30. Et vous pouvez également utiliser le module QR de Zoom pour poser vos questions au fil de l'eau tout au long de cette intervention. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en présence de 4 invités exceptionnels. Elsa Novelli, doctorante en philosophie et designer cognitif chez Humans Matter, qui est avec nous en distance. Bonjour Elsa. Alexa Posté, à côté de moi, responsable du Learning Lab chez AG2R La Mondiale. Swad Lecheb, également en distance avec nous. Bonjour Swad, qui est responsable de département chez AG2R La Mondiale. Et enfin, Stéphane Pomares, CEO d'Elo Elton, qui a conçu et propose une application d'entraînement aux compétences sociales, dont on va rediscuter un peu plus tard. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'annoncer que Humans Matter, dans sa grande mission de faire évoluer les comportements, a récemment pris part au capital d'Elo Elton et va proposer justement cette application parmi ces solutions destinées à l'accompagnement des organisations et des collaborateurs. Et vous aurez la possibilité d'en découvrir un peu plus tout au long de cette intervention. Quant à moi, je suis Julien Molly, Product Owner chez Humans Matter. J'ai le plaisir d'animer cette intervention et d'être avec vous tout au long de cette heure et demie. Intervention qui sera partagée en plusieurs temps, où l'on va vous présenter quelques concepts clés autour de notre thématique de la santé mentale et des compétences sociales. Nous aurons également un retour d'expérience qui sera proposé et présenté par nos intervenants d'AG2R La Mondiale sur comment ils ont réussi à mettre en place un programme d'accompagnement et d'entraînement des compétences sociales pour prendre soin de la santé mentale et de leurs collaborateurs. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car on va également vous proposer une expérience pour conclure cette session, durant laquelle vous aurez bien entendu la possibilité de participer, que vous soyez en présentiel ou à distance. Alors, pour débuter cette conversation, je vous propose que l'on repose quelques bases sur ce qu'est la santé mentale. L'OMS donne la définition suivante et la définit comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc cette définition pose un petit peu l'état de l'art de ce qu'est la santé mentale et de comment on doit l'interpréter. Chez Humans Matter, donc, je vous le disais tout à l'heure en introduction, cela fait maintenant quelques mois qu'on anime une campagne autour de la santé mentale avec plusieurs événements, Human in Motion et Human Share, où on a discuté de cette notion. Et nous avons retenu une définition assez clé, qui est la suivante, qui a émergé de ces différentes interventions. La santé mentale est une ressource essentielle qui, dans un contexte de travail, permet aux collaborateurs de se réaliser. Et il est également important d'en prendre soin, au même titre qu'on va prendre soin de sa santé physique. On s'est également rendu compte, durant ces différents événements, que ce sujet de la santé mentale peut être assez clivant, voire même tabou chez certaines personnes ou dans certaines organisations, parce que parfois associé à des dimensions pathologiques. Donc là, je vais maintenant laisser place à nos intervenants et me tourner vers eux avec une question très simple. Vous qui venez de différentes organisations, différents horizons, quelle est votre conception de la santé mentale? Comment voyez-vous ce sujet? J'utilise ce micro-là. Oui. Alors c'est vrai que la santé mentale, c'est quelque chose qui, quand on le dit comme ça peut faire un peu peur, et notamment dans l'entreprise.
Donc, moi, la santé mentale, je la définirais comme effectivement une forme d'équilibre interne au sein de, voilà, à l'intérieur de soi, avec vraiment une capacité de l'individu à vivre toutes les émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment cette capacité à vivre toutes les émotions qu'on peut ressentir, qu'elles soient émotions positives ou négatives, comme l'angoisse, la colère, etc. Enfin, c'est vraiment cette capacité à vivre la totalité. Parce que finalement, la santé mentale, c'est pas être dans un monde rose, être tout le temps bien. C'est vraiment avoir cette capacité à vivre ses émotions, à pouvoir assumer et traverser tous ces états émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs. Merci pour cette première définition, Alexa. Écoute, on a une définition très proche, Alexa, de ce qu'est la santé mentale. C'est au final une sorte un petit peu d'équilibre psychique, en fait, est lié aussi finalement à tout ce qu'on vit, justement, de positif et de négatif. Et donc, plus on va vivre et ressentir, parce qu'il y a aussi une question de perception par rapport à ce qu'on vit, on peut percevoir de différentes manières. Et donc, plus on va percevoir du coup ce qu'on vit de façon positive, et plus on va avoir un meilleur équilibre psychique. Tu parlais tout à l'heure de la santé physique, du coup, Julien. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les entreprises et même l'État, du coup, sensibilisent à la santé physique. Donc, on a bien compris l'utilité et l'intérêt du coup pour les individus à la fois. Du coup, pour éviter les pathologies un peu de long terme et aussi, du coup, pour amener un bienfait, on va dire, immédiat, avec une sorte de tonus immédiat à prendre soin de sa santé physique. Et bien, la santé mentale, en fait, c'est un petit peu la même chose. On a un bienfait à long terme, finalement, à prendre soin pour éviter les pathologies lourdes, mais aussi, du coup, pour avoir une énergie aussi du quotidien, de tous les jours, et une bonne perception de son environnement. Et avec un deuxième parallèle que je prendrais sur la santé physique, c'est que la santé mentale, ça s'entretient, ça se muscle, en fait, comme le physique. Donc, plus on fait d'exercices ou de pratiques en toute conscience pour avoir conscience de ce qu'on vit, et plus finalement, du coup, on va muscler sa santé mentale. Voilà. Merci Stéphane. Elsa, Swad, peut-être à distance, vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Oui, avec plaisir. Moi, je rejoins ce que vous avez dit tous les trois, et je rejoins aussi la définition proposée par l'OMS. La santé mentale, c'est un état de bien-être, c'est aussi une ressource sur laquelle on peut s'appuyer pour résoudre des difficultés, pour agir, déployer notre potentiel, pour nous épanouir aussi, et cela au même titre, comme tu l'as dit Stéphane, que la santé physique, qui est tout autant une ressource pour nous permettre d'agir. Et pourtant, on a quand même encore tendance, nous tous, à se préoccuper de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, uniquement quand elle est menacée, quand elle est absente ou réduite. On s'en préoccupe en fait quand il y a un problème. Et on a encore du mal à mesurer ou à considérer qu'il faille mesurer les signes précurseurs, disons, c'est-à-dire les signes qui doivent nous alerter d'une potentielle bascule. Mais être attentif à ces signes, c'est déjà prendre soin de cette ressource. Et c'est considérer que la santé mentale ne se réduit pas à un problème ou à quelque chose qu'on peut ignorer tant qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, on peut se mobiliser, ce qu'on fait aujourd'hui, pour la rendre visible. Donc je dirais que la santé mentale, c'est un état et une ressource. Merci Elsa d'avoir rebondi sur le sujet. Alors, on se rend compte qu'effectivement, les points de vue convergent. Il est important de prendre soin de ce capital, de détecter et d'accompagner justement la santé mentale au quotidien et en entreprise également. Ça nous permet de faire la transition avec la seconde partie de notre thématique qui est axée sur les compétences sociales. Et tout l'enjeu de cette intervention aujourd'hui, c'est de se rendre compte comment justement entraîner ces compétences permet de prendre soin de notre santé mentale in fine. Alors Elsa, je vais revenir vers toi maintenant. Peut-être que tu peux nous expliquer brièvement ce que sont ces compétences sociales et comment on peut faire justement le lien avec la santé mentale. Oui, bien sûr. Alors d'abord, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une
sont des compétences qui ne sont pas figées dans le temps. Ce pas des compétences fixées pour toujours, mais comme leur nom l'indique, elles sont sociales, ça veut dire qu'elles dépendent de la société, qu'elles dépendent des attentes des autres, des attentes des règles sociales en vigueur, disons. Ça veut dire que je ne peux pas moi-même décider de ce qu'est une compétence sociale. Je vais avoir besoin de l'autre pour qu'il m'aide et qu'il m'aiguille sur le comportement que je dois adopter dans telle situation. Donc ce sont des compétences qui favorisent la bonne entente entre les individus et qui nous permettent aussi de maintenir des relations dans le temps. Ah, il y a un petit schéma exprès, merci. Donc sont par exemple l'empathie, l'adaptabilité, le travail en équipe, l'écoute, la gestion des conflits, etc. Donc le périmètre, disons, des compétences sociales, c'est celui de la collaboration, de la communication et des émotions. Donc on reviendra là-dessus. Donc pour entretenir et développer ces compétences, il convient d'être à l'écoute de ce que les autres attendent de nous. Qu'est-ce qu'on attend de moi dans telle situation? Qu'est-ce que l'autre ferait à ma place dans telle circonstance? Donc c'est des compétences qui nous permettent de prendre soin des transactions entre moi, les autres et mon environnement. Ensuite, il me semble important pour comprendre ce lien entre santé mentale et compétences sociales, de comprendre ce qu'est la métacognition. Parce que la métacognition va nous aider à développer ces fameuses compétences sociales. Alors, dans le terme métacognition, il y a deux termes. Il y a méta et cognition. Méta, ça veut dire la prise de hauteur, c'est pas le nouveau nom de Facebook, c'est ce qui appartient à un niveau supérieur, disons. Et le mot cognition, de façon très générale, c'est, on peut dire, l'ensemble des processus mentaux qui nous permettent de connaître ou d'apprendre. Donc si on lit les deux, métacognition et cognition, c'est poser un regard réflexif sur notre cognition. C'est donc apprendre à connaître le fonctionnement de la cognition de l'espèce humaine en général, mais aussi de la mienne. Comment moi je fonctionne, comment ma propre cognition fonctionne, comment j'apprends, qu'est-ce qui me correspond le mieux, etc. Donc c'est prendre de la hauteur, dépasser notre vécu cognitif pour apprendre à le connaître. Et on voit que cette connaissance, elle est utile. C'est pas juste une connaissance théorique, c'est quelque chose de pratique qui peut nous permettre de prendre de la hauteur sur nos propres capacités. Et par exemple, être moins sévère envers nous-mêmes si par exemple on n'a pas respecté nos bonnes résolutions de 2022, il y a des raisons. Et aussi sur les comportements des autres. Donc on voit là le lien entre les deux, entre la métacognition et les compétences sociales. Je peux être plus compétent socialement par le biais de la métacognition. Et ça peut me permettre de me rapprocher de l'autre. De me rapprocher de l'autre pour mieux le comprendre, mieux le soutenir et mieux me sentir perçu. C'est ce qu'on voit là sur le petit schéma, le soutien social perçu, qui n'est pas en fait un soutien social, disons, effectif. C'est-à-dire que je peux être très entourée, être très soutenue par les gens qui m'entourent, mais pas le remarquer, pas le sentir. C'est pour ça qu'on parle de soutien social perçu. Donc ces compétences sociales, elles vont me permettre de mieux soutenir l'autre et de mieux me sentir soutenue en retour. Ce qui est essentiel pour alimenter cette ressource qu'est la santé mentale. Si je ne me sens pas soutenue, il y a peu de chances pour que je m'intéresse à l'autre, que je m'investisse, que ce soit dans une relation ou dans un projet, etc. Donc peu de chances en fait pour que je m'épanouisse, ce qui est pourtant l'un des signes d'une bonne santé mentale, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pour résumer, les compétences sociales, elles sont utiles pour prendre soin de la santé mentale, car si je ne suis pas en mesure d'être en interaction, ou on le verra plus tard, en transaction avec l'autre et avec l'environnement, de collaborer avec lui, de le comprendre, d'être en empathie, etc., alors je ne peux pas connaître cet état de bien-être qui me permet de réaliser mon potentiel, de travailler avec succès, d'apporter une contribution à la communauté. Là, je reprends les termes de la définition de l'OMS. Donc, si je m'isole, si je ne développe pas ces compétences qui me permettent d'être en interaction avec l'autre, alors je ne prends pas soin de la santé mentale.
Merci Elsa pour ces explications très claires et limpides justement sur ces grands concepts clés. Et je pense que tu as posé des mots et des définitions sur des ressentis qu'on a tous eus à un moment de notre vie où justement cette notion de soutien est très importante et nous ont permis soit d'aller bien, soit d'aller moins bien dans notre quotidien. Ça me permet de faire une transition avec justement l'application que tu proposes. Il y a un petit couac en direct. C'est bon, ça fonctionne. Ok. Donc ça me permet de faire justement la transition avec l'application que tu proposes, Stéphane, et que tu as conçue, Hello Elton, qui permet d'entraîner et de développer ses compétences sociales et de rapprocher justement les humains à travers toutes ces mécaniques de défi. Donc on va reparler de ces mécaniques-là un peu plus tard dans l'intervention. La question que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est pourquoi pour toi, il est important d'entraîner, de développer ces compétences, en plus de ce que Elsa vient de nous expliquer. Oui, Julien, du coup, c'est l'entraînement en fait qui va faire, donc on le verra juste un petit peu plus tard avec notre méthode, mais qui va faire que petit à petit, en vivant des choses dans la vraie vie de façon consciente, et donc là on avait la notion du coup de réflexivité en fait, de métacognition qui est en fait la prise de hauteur, la réflexivité, et donc c'est dans en fait finalement dans un cadre de formation qui va favoriser cette réflexivité qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et sur des actions du coup qui vont être guidées, et c'est un entraînement qui va de façon consciente qu'on va pouvoir petit à petit réfléchir à quelles actions j'ai réalisées et qu'est-ce que ça m'a amené et pourquoi je l'ai faite et comment peut-être que j'aurais pu faire différemment. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, on va pouvoir évoluer, laisser des traces qui vont permettre ensuite que quand on agira de façon hors cadre formation, on va pouvoir agir différemment. Voilà. Merci pour ces explications, Stéphane. Alexa, de ton côté, donc travailler justement sur ces compétences sociales, les développer, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tu n'as pas attendu cette conférence aujourd'hui pour t'y mettre, et non plus tes collaborateurs de la G2R La Mondiale, puisque tu as mis en place un programme d'accompagnement sur ce sujet. Alors peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça, comment ça s'est passé, et pour finir, pourquoi avoir choisi Hello Elton justement pour travailler sur cet axe. Alors en fait, oui, l'histoire a vraiment, je dirais, commencé en 2019 avec une réelle prise de conscience forte de la part du groupe G2R La Mondiale de l'importance de rééquilibrer, de bien équilibrer notre effort d'accompagnement et notre effort de formation entre ce que l'on nomme aujourd'hui les hard skills et les soft skills. Donc vraiment, ça commence en 2019 avec un premier travail de cartographie de l'offre de formation pour rendre les choses assez compréhensibles pour les collaborateurs. Et c'est intéressant parce que, en fait, ce que l'on a fait à ce moment-là, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus facile à lire pour les collaborateurs. Et on a identifié effectivement les compétences sociales comme un des 3 piliers au niveau des soft skills. Donc on les a cartographiées avec les compétences sociales qui nous permettent effectivement d'être en lien avec les autres. Les compétences personnelles, où effectivement, c'est comment je suis aussi en lien avec moi et comment je travaille sur moi et sur mon bien-être. Je pense par exemple à l'affirmation de soi, donc ça peut être par exemple une compétence. Et puis aussi des compétences professionnelles comme savoir organiser des réunions efficaces. Donc le premier travail, ça a été vraiment de cartographier pour pouvoir identifier aussi ces compétences sociales qui étaient aussi primordiales puisque un des 3 piliers. Et puis, on a eu le souhait d'aller un cran plus loin. Et tout à l'heure, Elsa a parlé de réflexivité et effectivement d'installer des réflexes de réflexivité, ça fait un peu pareil, mais voilà, de pouvoir vraiment permettre ça au sein du groupe par une démarche d'accompagnement. Et donc cette démarche d'accompagnement, c'est parti de nos convictions.
de pouvoir travailler sur l'aspect systémique des choses, c'est-à-dire vraiment d'accompagner des équipes complètes, et vraiment embarquer toutes les équipes sur cette démarche d'accompagnement autour des compétences sociales, puisque la thématique que nous, on a identifiée au niveau du groupe pour créer cette démarche d'accompagnement, c'est le bien travailler ensemble. Et donc, cette thématique, elle a été identifiée par les opérationnels, puisqu'on a vraiment eu à cœur de se rapprocher du terrain pour pouvoir imaginer une démarche qui répondent réellement aux besoins de nos opérationnels. Et donc, la thématique qui a été identifiée comme prioritaire, c'est bien travailler ensemble. Donc, on est vraiment complètement en lien avec ce qu'on évoque là aujourd'hui, de cette importance d'être en lien. J'ai beaucoup aimé la notion de soutien social perçu. Et ça, je pourrais vous expliquer comment, finalement, cette démarche d'accompagnement, elle permet à chacun de percevoir ce soutien social. Et donc, on a, dans cette démarche-là, qu'on a imaginée avec plusieurs étapes, on s'est aussi attaché en termes d'apprentissage, à respecter le modèle du 70-20-10, où effectivement, il y a une partie de théorie, donc, qui va être assez légère. Il va y avoir une partie de relations sociales, d'échange, et une partie d'action. Et c'est en ça que effectivement l'application et l'outil Hello Elton a été et est encore un véritable appui au niveau de la démarche. Alors cette démarche donc là qui est présentée, elle se déroule en 4 grandes étapes. Donc, on est toujours sur la thématique du bien travailler ensemble. Et donc, la première étape, ça va être un moment de cadrage. Donc, pour vraiment bien savoir de quoi on parle et que ça puisse être aussi, je dirais, individualisé en fonction des équipes. Parce que bien travailler ensemble pour telle équipe ou pour telle équipe, ce n'est pas forcément la même chose. Par exemple, si je vous pose la question, pour bien travailler ensemble, peut-être que pour toi, Stéphane, par rapport à toi, ce ne sera pas forcément la même chose qui va être importante. Donc, c'est vraiment d'aller identifier ce que j'appelle le fil à tirer. C'est quel fil on tire pour justement travailler sur ce bien travailler ensemble. Donc, par exemple, ça peut être dans une équipe, j'ai eu installer de la transparence. J'ai eu aussi partager des compétences. Donc, on voit bien là qu'en fonction de l'équipe, le fil à tirer n'est pas le même. Et une fois qu'on a cadré ce point-là, eh bien, on va commencer toute cette démarche avec une étape de lancement, qui est la deuxième étape, où en fait, on va travailler sur 3 piliers. Au moment de ce lancement, on va d'abord faire en sorte que les personnes qui sont embarquées dans cette démarche aient un temps de prise de conscience. C'est vraiment la première étape, Elsa en parlait tout à l'heure, de cette réflexivité, de la prise de conscience de à quel endroit on se trouve. Et j'aime bien, en tout cas, les faire se noter, c'est-à-dire vraiment s'auto-positionner sur une échelle de 1 à 7. Disant, voilà, notre équipe, collectivement, sur le bien travailler ensemble par rapport au thème qu'on a choisi, elle se situe à quel niveau? Donc ça, c'est la table de prise de conscience. Le deuxième pilier, c'est... ce qui va nous mettre en mouvement, c'est l'envie. Donc vraiment, on leur pose la question de quoi vous avez envie. À quel niveau vous avez envie d'être demain? Comment est-ce que vous avez envie de travailler ensemble demain par rapport à cette thématique? Pour vraiment créer cette dynamique. Et souvent, ce que je dis, c'est que la réflexivité, donc, ce qui permet de prendre conscience d'une part, ensuite de donner l'envie, c'est déjà la base, mais ça n'est absolument pas suffisant. Si j'en reste là, et je pense que c'est aussi tout le principe de l'outil que tu as créé, Stéphane, c'est si on en reste là, bien souvent, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment dans l'action de changer qu'il va pouvoir y avoir véritable un changement ou une évolution. Et donc là, sur ce moment de lancement, on travaille sur un plan d'action pour pouvoir mettre vraiment les personnes en mouvement. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on a eu envie de travailler et de s'appuyer sur l'application et sur l'outil Hello Elton, parce que ça fait vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un aspect théorique pour pouvoir comprendre, un temps de prise de conscience, mais aussi un plan d'action nécessaire.
Donc ça, c'est l'étape de lancement. L'étape d'après, c'est une étape d'accompagnement. Donc ça fait partie de ce que j'appelle des 10, c'est-à-dire que du 10%, puisque c'est aussi important de donner des clés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, prise de conscience pour bien travailler ensemble, tel plan d'action, d'accord, mais on se rend compte que bien communiquer, parce que en fait, c'est les deux compétences sur lesquelles on travaille dans le cadre de cette démarche, c'est la communication et la collaboration. Et c'est effectivement, dans le cadre de la santé mentale, deux compétences qui sont extrêmement importantes. Finalement, pour bien communiquer, on ne sait pas forcément comment faire. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de techniques à avoir, avec des trucs et astuces. En fait, sur cette troisième étape, dans l'étape d'accompagnement, on va venir donner des trucs et astuces de comment je peux faire différemment pour mieux communiquer. Et puis ensuite, la dernière étape, qui est l'étape de clôture de la démarche. C'est pas la fin du développement, parce que ça n'est jamais terminé. Mais donc cette étape de clôture, elle va venir en fait ancrer tous les apprentissages grâce à la réflexivité. C'est-à-dire que le premier temps, il va être de dire, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois qu'on travaille ensemble sur les objectifs qu'on s'est donnés. Et donc, on va s'arrêter et on va regarder ce qui s'est passé derrière. Parce que bien souvent, comme ce sont des changements qui se font petit à petit, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler avec cet outil Hello Elton, parce que c'est des petites choses que l'on fait régulièrement. Et en fait, comme ce sont des petites choses et que ça vient doucement, on ne se rend pas forcément compte de l'évolution. Et donc, ce temps, au bout de, mettons, 6 mois, parce que la temporalité n'est pas la même d'une équipe à l'autre, on s'adapte à la temporalité qui est la bonne pour l'équipe. Et donc, quand on s'arrête et qu'on regarde derrière, on se dit « Ah oui, finalement, il s'est passé ça, et puis on observe ça. » Et c'est vraiment des temps de, pareil, on continue, de prise de conscience. Et ça permet vraiment de venir ancrer les évolutions et les changements. Et puis, une étape aussi dans cette clôture pour aller après vers la suite de qu'est-ce que je vais cesser. J'aime bien ce mode de travail sur les 3 C. Qu'est-ce que je cesse, qu'est-ce que je conserve et qu'est-ce que je crée, pour pouvoir aussi aller vers l'avenir. Et donc, tout au long de ce processus, on invite chaque individu à venir travailler individuellement. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est qu'il y a cette partie individuelle, donc avec Hello Elton, mais aussi cette partie collective, puisque ce sont des temps collectifs que l'on anime. Voilà, je suis assez passionnée, donc j'ai terminé. On t'écoute avec passion également, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et c'est très remarquable de voir à quel point l'utilisation de cette application a en fait été intégrée dans un parcours très complet qui permet d'accompagner au maximum le collaborateur. Et surtout, le point de départ, c'est de se dire, identifier les problématiques et aller chercher ça pour débuter le travail. Et rien que ça, c'est déjà aussi commencer à prendre soin de la santé mentale de chacun en allant écouter à ce niveau et continuer de travailler là-dessus. Donc ça donne vraiment envie de participer à ce parcours-là. Swad qui est avec nous à distance. Bonjour Swad. Bonjour à tous. Toi, tu as eu l'occasion d'utiliser l'application avec tes équipes. Ce que je te propose de faire, c'est peut-être de nous expliquer comment toi tu as perçu justement la mise en place de ce travail autour des compétences sociales dans ton équipe et au niveau de tes collaborateurs, mais aussi peut-être que tu vas pouvoir nous illustrer comment tu as vécu l'utilisation de l'application à travers un défi en particulier qui t'a marqué dans la manière dont tu l'as vécu, qui t'a créé un souvenir particulier. Tout à fait. Alors oui, effectivement, Alexa vient de nous expliquer la démarche globale avec les 4 étapes. On avait un besoin. C'est vrai que dans le cadre du contexte, moi aujourd'hui j'ai un département sur lequel 135 collaborateurs travaillent. J'ai surtout du management de proximité qui avait ce besoin. Donc on avait dans le flou en fait ce ressenti qu'il nous manquait quelque chose. On pouvait s'autoriser à faire plus de choses. Et donc, la démarche proposée par Alexa est venue à point nommé parce que ça répondait vraiment à un besoin général de nos collaborateurs. Donc, les premières questions, c'était effectivement le cadrage. Sur quoi est-ce qu'on va se focaliser,
puisque dans le principe, ce que nous voulions, c'était fédérer, c'était qu'on aille tous vers quelque chose qui nous parlait, qu'on pouvait mettre en pratique, et comment est-ce que, avec de la méthodologie, c'est ce qui nous manquait également, on pouvait ensuite décliner de manière opérationnelle dans le travail au quotidien. Cette question du bien travailler ensemble, on en a parlé depuis le début de nos échanges, mais c'est, oui, la communication. Alors avec un grand C, mais c'est la communication avec nos collaborateurs, la communication entre managers, la communication avec nos hiérarchiques. Et moi, j'aurais envie de dire que le contexte dans lequel nous avons lancé cette démarche était approprié. On parle de santé mentale, mais on est aussi dans un contexte où c'est pas très réjouissant tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Et donc, on s'est dit qu'il fallait prendre soin de tout ça. La démarche, nous avons fait le choix, dans le cadre de mon département, de la déployer sur nos équipes managériales. Alors ce choix, il a été réfléchi dans le sens où, justement, de par le contexte que nous vivions, du travail à distanciel, une revue de la façon dont on fonctionnait avec nos équipes, on les avait plus, il fallait qu'on réinvente cette communication, ce mode de fonctionnement au quotidien. Et surtout, ce qu'on avait perçu, en tout cas moi, dans ce que nous donnaient mes managers comme commentaires de ce vécu, c'est qu'ils ne s'autorisaient pas à pas forcément aller bien. Donc ils prenaient beaucoup des problématiques de leurs collaborateurs, ils les ont accompagnés pendant ces phases difficiles où le climat était plutôt tristouné, avec ce qu'on voyait dans la presse, etc., et ces inquiétudes. Et donc, ils ne s'autorisaient pas, de par une posture qui leur avait été inculquée en tant que manager, à se dire « je ne vais pas forcément bien ». Mais sauf qu'ils se le disaient chacun de leur côté. Donc, dans la démarche du bien travailler ensemble, ce qu'on a fait surtout, c'était qu'ils puissent partager ça au sein d'une communauté, qu'ils puissent s'autoriser à en échanger, qu'ils puissent se donner des bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé la démarche. Alexa disait, oui, on doit aussi mesurer les petits pas qu'on a fait progressivement. Alors, on commence à avoir ce ressenti puisque ils ont pu échanger, ils ont pu se retrouver. Et quand ils se sont retrouvés à travers ces actions, ça a été, le résultat a été une bouffée d'air frais au milieu de leur travail au quotidien. On ne parle pas de compétences métiers, on ne parle pas de compétences techniques, on se recentre sur quelque chose d'essentiel pour aller mieux. Et donc, si on va mieux, on fait en sorte aussi que nos équipes aillent mieux, qu'on travaille d'une façon différente. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on a vécu pendant toute la démarche. Et ça continue. Hein. Alexa disait que ça ne s'arrête pas. On a eu des clés, on a utilisé l'application, des défis, des questionnements qu'on ne s'autorisait pas jusqu'à maintenant dans notre environnement professionnel. Et c'est ça qui était très, très intéressant, en tout cas, de ma vision. Merci beaucoup, Swat, pour ce premier retour. Et effectivement, ce que tu dis nous touche particulièrement, je pense, suite à cette période très complexe qu'on a tous vécue dans nos différentes organisations. Et on a eu l'occasion de voir à quel point c'était important de maintenir ce lien entre nous. Au niveau du Mans Matter, on a eu aussi la chance d'avoir vécu un parcours assez similaire de développement et d'entraînement. Et personnellement, j'en ai fait partie, donc je vois très bien de quoi tu relates aujourd'hui. Et je pense que les effets sont là et on le voit au quotidien. Donc toi, tu as eu l'occasion d'utiliser l'application assez régulièrement. Est-ce que tu as en mémoire un défi particulier qui t'a marqué dans la manière dont tu l'as vécu peut-être ? Alors, j'aurais envie de dire comme il y a plusieurs niveaux, mais voilà, je vais pas décrire les défis que moi... Alors déjà, sur l'application, ce qui a été intéressant, c'est effectivement de choisir ses propres défis. Maintenant, il y en a certains il y a certains défis, et je me suis lancé des défis qui étaient, par exemple, les personnes avec lesquelles je communique le plus, ou les personnes remercier
certaines personnes dans la journée, par exemple. Des choses comme ça qu'on ne pense pas toujours à faire. Encore une fois, alors j'en ai fait près de 19 ou 20, il me semble. Alors ce qui est intéressant, c'est les différents niveaux, c'est l'entraînement qu'on peut choisir à son rythme, et y revenir. C'est aussi une question de timing. Donc voilà, il y a tout ça. Alors, réaliser des défis comme remercier des personnes dans la journée. Celui-là, il m'a marqué. Je pense qu'on a, alors toujours sur le prisme managérial, on est les pompiers de service, j'ai envie de dire. Donc quelque part, on voit surtout les choses qui ne vont pas bien. Mais on n'a pas toujours le réflexe, et c'est là que l'entraînement commence à arriver, de dire bravo, c'est bien, de remercier justement des personnes qui ont agi. On aura plutôt tendance à pousser des sujets sur lesquels on a une problématique à résoudre, on doit la résoudre, mais pas tellement à intervenir sur des remerciements ou sur du travail accompli et bien fait. Voilà, et s'autodiscipliner justement à aller vers ça, plus que pousser peut-être des sujets un petit peu moins sympathiques, et dire merci aux équipes, merci à son management pour avoir eu une idée, réalisé quelque chose pour nos clients aussi, parce qu'il y a la satisfaction des clients derrière. Voilà, c'est un des défis qui m'a marqué. Merci Swad pour ce retour. Effectivement, on se rend compte tous au quotidien de l'impact qu'ont ces simples bravo et merci. Et ça recoupe très bien avec ce que nous disait Elsa tout à l'heure sur le soutien social perçu. C'est ça, qui est la finalité, qui fait qu'on a une bonne santé mentale, qu'on en prend soin. Et on s'encourage à se dire merci et bravo. Pour mettre un peu plus de concret dans tout ce qu'on vient de raconter, donc là vous avez vécu un petit retour d'expérience sur l'utilisation de l'application. Je te propose, Stéphane, de nous présenter comment celle-ci fonctionne et ses grands principes clés sous-jacents. Oui. Du coup, Alexa a parlé tout à l'heure du 70-20-10. C'est une théorie sur laquelle on s'est appuyé pour construire en fait finalement notre pédagogie spécifique sur notre accompagnement aux soft skills. C'est une application dédiée évidemment aux soft skills. Et cette théorie indique que dans un apprentissage, on a 10% qui passe par la connaissance, 20% par l'échange social et 70% par la pratique. Et je dirais que ça concerne tout apprentissage, mais je dirais encore plus les comportements humains et les soft skills. Donc du coup, l'application finalement est une sorte de guide qui permet de faire réaliser, et du coup via des défis, via des consignes qu'on va donner, de faire réaliser des actions en situation de travail en apportant un petit peu de connaissances, mais surtout en permettant finalement cette logistique d'action en situation de travail et en se basant sur une grande phase de réflexivité où on pose des questions à la fin en systématique. Du coup, Jérémy, si tu peux juste passer à la slide d'après, où globalement on montre très rapidement toutes ces phases où du coup l'utilisateur a déjà le choix. Ça c'est important de lui laisser le choix dans les différents parcours qu'il peut réaliser. Il va avoir un autopositionnement initial, ensuite une série de défis où dans chaque défi justement on va lui poser ces questions de réflexivité qui vont à la fois lui faire prendre effectivement de la hauteur sur ce qu'il vient de faire, mais aussi lui donner petit à petit en fait le réflexe, comme tu disais Alexa tout à l'heure, de la réflexivité. Et c'est une compétence en fait, être capable de savoir prendre de la hauteur sur ses propres comportements. Donc petit à petit, ça va lui amener à développer cette compétence aussi. Et puis à la fin, on va lui donner du coup du feedback sur ce qu'il a réalisé. Et à la fin de sa série de défis, on va lui faire reposer l'autopositionnement initial pour qu'il voit son évolution dans la compétence. Et on va lui donner un certificat lié à cette compétence. Voilà. Et ça, il va pouvoir travailler sur une ou plusieurs compétences à son rythme et quand il veut. Merci Stéphane. Alors c'est vrai que pour l'utiliser régulièrement, on se prend au jeu assez facilement d'utiliser l'application et c'est très riche de pouvoir recevoir toutes ces informations.
Maintenant qu'on a vu ce retour d'expérience et le fonctionnement de l'application, on va prendre un peu de hauteur justement sur ce qui s'est passé, parce que je suppose, Alexa, que le retour de SWAD, tu vas y en avoir plusieurs de ce type-là. Hein, et effectivement, la question qu'on peut se poser, et tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on mesure les impacts et les bénéfices associés à cette démarche. Donc comment tu as pu réaliser ça et qu'est-ce que tu as observé suite à cette mesure? Alors, effectivement, cette démarche, on l'a entamée il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et un des éléments le plus important, c'est effectivement de s'assurer que ça marche, qu'il se passe des trucs. Donc, on échange très régulièrement avec les managers et pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec un manager justement et qui me disait, je le cite, hein, que c'est la meilleure action rapport qualité-prix qu'il ait pu faire sur 2021 parce que ça a vraiment transformer les relations entre les membres de son équipe. Un peu comme ce qu'a vécu SWAD, c'était un collectif managérial que l'on a accompagné. Et donc, un des éléments que je travaille au moment du cadrage avec l'équipe, c'est aussi de voir, c'est d'aller dans le concret, dans l'opérationnel. C'est à quoi on verra qu'on travaille mieux ensemble, qu'on a développé la collaboration, qu'on a travaillé sur une culture commune, qu'on a développé la proactivité, etc. Et donc, il y a plusieurs choses. Un des éléments, c'est que lors du lancement, moi, je demande aux équipes de s'auto-positionner. Parce que, comme c'était dit tout à l'heure, hein, c'est le soutien social perçu, c'est aussi la perception, c'est quelque chose qui est très important. Moi, ce que je dis souvent dans l'accompagnement que je fais autour des soft skills, c'est qu'il n'y a pas de vérité vraie. C'est quelque chose qui n'existe pas. Par contre, c'est qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que vous vous percevez? Comment est-ce que vous vous positionnez? Et là, à partir du moment où on installe, bien sûr, suffisamment de bienveillance et d'ouverture dans un groupe et dans un collectif, les choses se disent. Et donc, ce sont vraiment les participants qui vont se positionner collectivement sur une mesure. Et effectivement, sur une échelle de 1 à 7, ce qu'on peut observer, c'est qu'on gagne au moins 2 points en 6 mois. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils se percevaient à 3, ils vont se percevoir à 5 à la fin de la démarche. Bon, il y a cette mesure, parce qu'elle est intéressante quand même hein, à faire. Donc déjà, et puis après, il y a vraiment des choses concrètes qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a un oser dire qui se met en place. C'est par exemple ce dont faisait part Swad tout à l'heure. Voilà, qu'il y a un certain nombre de managers maintenant qui vont beaucoup plus facilement dire les choses. Et forcément, quand on s'exprime, ça sous-tend qu'il y a une confiance, ça sous-tend aussi qu'on va pouvoir agir, parce que tant qu'on dit rien et tant qu'il ne se passe rien, tant qu'on reste dans son coin, les choses ne peuvent pas évoluer. Donc, ça concourt au lien social. Et puis... là, par exemple, pour l'équipe auquel je pense, il y a effectivement vraiment une mise en route qui s'est faite. Voilà, parce que collectivement, on s'est dit qu'on se trouvait à ce niveau-là. Collectivement, on s'est dit qu'on avait envie d'aller à cet endroit-là. Et collectivement, on s'est dit qu'on allait faire ça ensemble. Et moi, je crois vraiment au côté collectif et systémique. Donc, il y a à partir du moment où on a un engagement managérial, vraiment, il se passe des choses extrêmement concrètes dans les partages, dans la fluidité, dans la rapidité des échanges et donc quelque part dans le traitement des problèmes et à un moment donné, dans l'efficacité opérationnelle. Ça vient vraiment concourir. Moi, je dis souvent, on ne se trompe pas. Hein, on est bien dans de la recherche de la performance hein, quand on travaille aussi sur les soft skills. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur les soft skills ou sur la santé mentale qu'on est hors sol. Non, on est bien dans comment est-ce qu'on va aussi venir accompagner la performance. Merci. Voilà quelques éléments en tout cas. Merci Alexa. C'est vrai, on se rend compte à quel point cette notion d'objectiver, de mesurer,
s'auto-positionner avant et après ce parcours finalement est important autant pour le manager qui va aller objectiver ce qu'il a mis en place et voir les bénéfices, mais aussi pour l'individu qui au final va pouvoir se quantifier et apprécier son évolution. On sait que ces notions-là sont très importantes, notamment dans les dimensions de santé. On parle de santé mentale, mais lorsqu'on est sur des aspects d'entraînement cognitif par exemple, mesurer, savoir visualiser sa progression quotidienne, ça fait partie des facteurs de motivation. On se rend compte que là aussi, c'est quelque chose qui a participé à la bonne réussite et la mise en place de ce programme. Cette notion de mesure sera d'ailleurs notre thématique du prochain Human in Motion qu'on va animer en mars prochain, où on va parler justement quel est l'intérêt de faire cette mesure d'impact pour prendre soin de la santé mentale. Et là, je vais m'adresser à Elsa, qui va peut-être pouvoir nous teaser rapidement cet événement en quelques mots et nous mettre l'eau à la bouche, et de nous expliquer de quoi on parle lorsqu'on parle de mesure d'impact, quelles sont les notions derrière. On va parler peut-être d'agentivité, de sentiment d'efficacité personnelle. Donc peut-être nous défricher un peu ça, pour aussi comprendre ce qui s'est passé, justement, lorsque cette mesure a été effectuée au sein de la G2R mondiale. Mais précédemment, il y a eu 2 autres Humans in Motion, un sur la formation et un sur le co-développement, dans lesquels on a pu expliquer pourquoi il était important de prendre soin de cette ressource qu'est la santé mentale, et aussi comment en prendre soin, donc pourquoi et comment. Et le prochain Humans in Motion sera finalement l'atterrissage de ces 3 manières de prendre soin de la santé mentale, et on va proposer des billets pour mesurer. Comment on fait pour mesurer ce qu'on a proposé. Ce qu'on a proposé durant ce Humans in Motion, concrètement, comment on fait pour vérifier que ça fonctionne. Comme ce qu'a dit Alexa, c'est intéressant, mais il faut que ça fonctionne. Alors, juste pour résumer ce qu'on a dit, les compétences sociales, elles nous permettent d'agir. Si je me sens soutenue par mon environnement, je vais désirer apporter ma contribution à un collectif et je vais initier des actions. Et je vais, en ce sens, croire en mon pouvoir d'action. Et cette croyance en son pouvoir d'action, en sa capacité à agir, on va le voir du coup dans le prochain Humans in Motion, elle peut être mesurée. Quel est mon degré de croyance, mon efficacité personnelle, quel est mon impact sur le monde, quel sentiment j'éprouve dans ma capacité à mettre en œuvre mon action. Donc c'est une mesure qui peut nous aider à comprendre encore davantage pourquoi les compétences sociales participent à alimenter cette ressource qu'est la santé mentale, et à comprendre quelles compétences il peut me manquer pour être en bonne santé mentale, c'est-à-dire pour m'épanouir socialement et réaliser cette capacité d'agir, mettre en œuvre cette capacité d'agir. Et donc cet événement, ce prochain événement, ce sera l'occasion de parler de détection et de mesure d'impact. Ce sera l'occasion de parler de détection, ce qu'on en parlait en introduction, on disait qu'on avait tendance à se pencher sur la santé mentale uniquement quand il y avait un problème et qu'on ne voyait pas forcément l'intérêt de mesurer ou de prendre le temps de mesurer cette santé mentale. Mais on va voir que faire de la prévention, justement, c'est-à-dire détecter des signaux précoces, des signaux faibles ou des risques qui peuvent peser sur notre santé mentale, c'est déjà prendre soin de cette santé mentale. Donc on va se demander quels sont les risques qui doivent nous alerter qui doivent nous alerter quant à notre capacité d'agir. Est-ce qu'il y a des risques qui peuvent entraver ma capacité d'agir? Et maintenant qu'on a dit pourquoi et comment prendre soin via la formation, le développement et ses compétences sociales, l'entraînement des compétences sociales, comment on fait pour mesurer l'impact de ces différentes manières de prendre soin de cette ressource? Quel impact réel? Donc effectivement, ce qui va être important, c'est ce sentiment d'efficacité personnelle dont tu parlais, Julien, qui est en fait cette croyance en son pouvoir d'action. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que
Je suis désolée, ce que je tiens à dire, parce que je suis malade du Covid et c'est un peu difficile de se concentrer. Et je vois bien que d'être à distance, c'est pas facile. Donc, m'excuser si je suis un peu confuse. Mais... On comprend, Elsa, et merci encore de participer aujourd'hui. On sait que c'est difficile et que... Donc, merci. Donc voilà, donc ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance que j'ai en mes capacités d'action. Et si ce sentiment d'efficacité personnelle est entravé, je vais avoir des difficultés à agir. Il ne s'agit pas de la motivation, c'est encore autre chose, parce que je peux être motivée à agir et croire que ma motivation n'aboutira pas. Et au contraire, je peux aussi ne pas être motivée, mais être persuadée que mon action aura des effets. Et ce sentiment d'efficacité personnelle, il peut être mesuré. Et on verra qu'il a un impact direct sur notre capacité d'agir. Quelques éléments vraiment d'introduction, parce que j'ai pas envie de spoiler l'événement. Merci beaucoup pour ton intervention. Ça nous permet de prendre de la hauteur aussi, de mieux comprendre tous les mécanismes qui ont été évoqués depuis le début de ce Human in Motion. Alors, avant de passer à vos questions, qui je suis sûr sont nombreuses dans le chat et dans le QR de Zoom, je vous l'ai promis en introduction, on va vivre une petite expérience aujourd'hui tous ensemble, qu'on soit en présence ou à distance. On est dans une journée où on apprend à prendre soin de soi et des autres, et de la planète également. Donc, on va faire ça. On va prendre soin de soi et des autres avec un petit défi Hello Elton qu'on va faire en direct. Donc participez tous, jouez le jeu, vous verrez que c'est très intéressant, ça vous permet aussi de vous projeter dans cet univers des compétences sociales. Stéphane, je te laisse la main pour nous présenter le défi. Merci Julien. Donc je vais vous demander à tous de réfléchir pendant 3 minutes. On va se donner juste 3 minutes de réflexion initiale sur quelles sont les 5 personnes dans votre entourage avec qui vous passez le plus de temps dans votre semaine. Donc réfléchissez, notez sur une petite feuille de papier à côté de vous ces 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre semaine. Alors vous pouvez choisir individuellement de noter 5 personnes dans votre environnement uniquement professionnel ou dans l'ensemble de votre environnement, ou que personnel, à vous de choisir. On va juste se donner 3 minutes. Alors, en parallèle, pour ceux qui finiraient plus tôt, je vais expliquer un petit peu, et puis je continuerai d'expliquer un petit peu plus tard. Pourquoi son environnement est important, en fait. Parce que nous agissons, en fait, par mimétisme. Donc, c'est important, du coup, finalement, de comprendre son environnement. À la fois, notre environnement va agir sur nous, du coup, par mimétisme, on va un petit peu recopier. Et à l'inverse, du coup, on va pouvoir aussi agir nous-mêmes sur notre environnement. Donc ça, on a vraiment ces deux aspects importants. On se donne encore 1 minute. Donc, pour ceux qui ont fini déjà, donc une fois que vous avez vos 5 prénoms des personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre semaine, vous allez noter leur positivité de 1 à 5, 5 étant le plus positif et 1 étant le moins positif. Et puis vous allez tout simplement après additionner ces sommes et diviser par 5 pour en faire la moyenne. Et je vous invite du coup tous à mettre votre moyenne dans le chat. On va essayer d'en faire nous-mêmes une moyenne du groupe. Donc mettez votre note chacun individuellement, ce qui nous permettra de calculer la moyenne de positivité. Alors, comme disait Elsa, c'est votre positivité perçue, c'est votre perception aussi de votre environnement. 2 personnes, par exemple, dans un même service et vivant la même chose, ne vont pas mettre la même note de positivité. Jérémy, est-ce que les moyennes commencent à arriver ? Ah, super. Ça y est, c'est en train de... Moi, je dirais que ça tourne autour de 4.
Bon, bah super. Donc on essaiera de vous donner une moyenne à la fin, comme ça vous pourrez vous situer un petit peu. Globalement, donc il y a deux choses importantes finalement. Ce fameux mimétisme via les neurones miroirs, Elsa pourra nous l'expliquer un petit peu mieux après, mais vous avez du coup deux choix finalement quand vous êtes dans un environnement, on va dire plus ou moins négatif. Le choix simple serait de couper certains environnements négatifs, mais finalement là vous allez baisser votre soutien social perçu et votre soutien social même global. Donc c'est pas forcément la meilleure solution, et par contre n'oubliez pas que vous pouvez agir sur votre environnement en étant vous-même plus positif pour que votre environnement aussi et les personnes qui vous entourent deviennent eux aussi plus positifs. Voilà. On a quand même quelques 2,5, 3. On vous donnera une moyenne alors approximative parce que vous êtes très nombreux, mais un petit peu plus tard. Elsa, du coup, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cette notion de neurones miroirs et finalement de nos comportements qui sont de pourquoi en fait on agit par mimétisme? C'était plutôt toi qui allais nous éclairer à ce sujet. Ah bon, bah excuse-moi. Après, sur l'imitation avec la transaction, si tu veux. Oui, alors du coup, très rapidement, hein, pour pas non plus aller trop loin et après laisser la place aux questions. Mais du coup, on a du coup des neurones qui font qu'en fait, on va imiter en fait du coup notre environnement et tout simplement les gens, et on peut le voir avec par exemple un tic de langage. Si on a un parent qui a un tic de langage, l'enfant bien souvent du coup a le même tic de langage. Donc ça c'est vraiment biologiquement notre façon du coup, enfin plutôt un élément biologique qui fait qu'on va agir par mimétisme. Et donc il faut du coup en tenir compte à la fois pour comprendre et sélectionner finalement ce qu'on veut finalement obtenir et ce qu'on veut plutôt prendre de notre environnement, et aussi pour décider ce qu'on veut donner à notre environnement. Donc ça c'est très important. Voilà. Oui, tout à fait. Et sur cette notion de mimétisme, peut-être qu'on peut aussi en profiter, parce qu'en introduction, on avait parlé d'interaction, mais aussi de transaction, et peut-être qu'un lien peut être fait entre ce processus d'imitation qui est essentiel dans tout processus d'apprentissage, en fait, parce qu'on ne peut pas apprendre sans imiter l'autre, c'est même un réflexe de survie. Et on imite d'ailleurs au quotidien les autres, que ce soit dans nos relations de travail, pour apprendre quelque chose. Si vous voulez apprendre, par exemple, une nouvelle technique picturale, on va imiter aussi un peintre pour essayer de faire comme lui. Et je voulais juste rebondir peut-être sur ce concept de transaction qui est en fait très important, parce que c'est pas juste une interaction simple où on va dans l'interaction, il n'y a pas forcément de réciprocité directe, c'est-à-dire qu'on peut entrer en interaction sans rien attendre ou sans participer exactement. Mais la transaction, c'est lorsque j'accepte d'être modifié par l'autre et aussi de modifier l'autre. Donc c'est une relation qui est réciproque, c'est un échange permanent, réciproque entre moi, entre l'autre et l'environnement aussi. Ce qui est très important, parce que ça veut dire qu'on n'est pas absolument déterminé par notre environnement. Je peux faire autre chose, je peux essayer d'agir sur cet environnement, et à l'inverse, je ne peux pas non plus transformer radicalement et de façon absolue l'environnement ou les autres. Donc ce concept de transaction est intéressant parce qu'il nous permet aussi de relativiser un peu notre capacité d'action, mais aussi notre tendance un peu à se sentir déjà déterminé. Et par cette transaction et par cette modification de soi et de l'autre, on peut être amené aussi à sélectionner des comportements qui nous plaisent, ou au contraire qui nous déplaisent, et à les rejeter, et donc à imiter les comportements qui engendrent des transactions positives. Donc là encore, l'imitation, elle est essentielle
aussi dans nos transactions et ça montre peut-être aussi l'importance de développer nos compétences sociales en vue de sélectionner les bons comportements. Merci Stéphane, Elsa pour l'animation de ce défi. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. On a vu les nombreuses réponses dans le chat de Zoom. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le Covid qui est contagieux, le sourire aussi. Souriez, les neurones miroirs s'en occupent et rendent ces sourires très bien. Donc ça participe aussi à augmenter notre note de positivité quotidienne. On va passer maintenant aux questions qui ont été posées. Jérémy, est-ce que tu as des choses à nous proposer? Dans la salle, peut-être qu'il y a des questions qui ont émergé. Ou est-ce que vous avez des questions en direct là à nous donner dans le chat de Zoom, dans le module QR de Zoom? Alors, il y a eu beaucoup de dialogues, d'interventions. Dans le cadre de l'école, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je pense que ça peut être une question. Pour les enfants, pour les jeunes. Ouais, l'entraînement des compétences sociales chez les enfants, c'est ça la question? Ouais. Stéphane, Elsa, est-ce que l'un de vous... Laetitia, pose un peu la question. Et sinon, comment faire face à un comportement totalement négatif? Et comment faire face à un comportement totalement négatif? Des bonnes questions. Alors, dans le cadre de l'école, c'est avec du coup des tout petits, là j'imagine, il y a une classe d'âge ou un niveau de... C'est plutôt... Non, pas spécialement, ok. C'est un peu plus compliqué, à la limite, les ados que les enfants. Du coup, comment les entraîner? C'est une bonne question. Ça va être à peu près avec alors pas forcément les mêmes défis, mais du coup leur faire prendre conscience toujours de leur comportement et de pourquoi en fait. Bon, ça c'est plutôt de la réflexivité, surtout avec à la limite avec les ados qui peuvent avoir justement du mal à maîtriser leurs émotions sur cette période d'adolescence où beaucoup de choses changent pour eux. Voilà. Du coup, vraiment, ça, c'est le point, je dirais, clé. Le comportement négatif, et là, c'est comment engager les collègues dans cet entrain. Comment entraîner le positivisme dans la boîte. Ok, comment engager les collègues dans cet entrain et entraîner le positivisme dans la boîte? On ne peut pas tout porter sur nos épaules. Peut-être que toi, Alexa, tu as des éléments de réponse sur ton expérience. Je peux dire des trucs, oui. Alors, quelque part, ça vient aussi répondre à la question de comment est-ce qu'on fait face à un comportement négatif. Moi, j'aurais envie de dire, face à un comportement négatif, la première chose, c'est l'écoute et l'accueil. Parce qu'une émotion négative, elle est là. Et plus on va essayer de la refouler ou de dire mais non, tout va bien, plus ça va se mettre en pression et ça va venir faire monter la chose. Donc je pense qu'une des premières choses, c'est accueillir et écouter. Et voir, parce que déjà rien qu'avec ça, ça peut permettre de dégonfler. Et puis de voir qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut agir ensemble. Comment entraîner? Alors ça, c'est quelque chose d'assez ténu finalement et qui ne se décide pas comme ça. Dire tiens, je vais entraîner une équipe. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement collectif qui va, à mon avis, être généré par le collectif grâce justement à cette écoute, au fait de pouvoir laisser la place à la parole, à dire les choses. J'aime bien l'expression de bienveillance sans complaisance. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est pas le cuit-cuit, tout le monde est rose, Alice au pays des merveilles. C'est vraiment de pouvoir se dire les choses. Et je pense que vraiment, quand il y a une volonté authentique et profonde d'un manager ou d'un comité de direction
d'impulser une dynamique différente, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai envie de dire, en tout cas, ce qui me vient là, c'est d'être dans le être et pas dans le faire. C'est pas que dans le faire. C'est je vais dire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment d'être aligné en tant que manager, en tout cas, ou comité de direction, pour embarquer. Parce que la question, c'est ça, hein, c'est comment on embarque. C'est vraiment d'être aligné, tête, cœur, corps, dans cette envie. Effectivement, du coup, la personne disait je ne peux pas tout porter. Moi, j'aime bien la notion et pourquoi accueillir avec bienveillance, de dette psychologique, c'est-à-dire que dans n'importe quelle organisation, on a des frustrations, et tout le monde a des frustrations, qui créent petit à petit en fait une accumulation et une dette en fait psychologique qu'a la personne envers son organisation. Et toute dette doit être payée, on le sait, et du coup à un moment elle va faire payer en fait son organisation. Et c'est vrai que je sais pas, un nouveau collègue qui arrive et dans cet environnement, il ne connaît pas en fait tout ce qui s'est passé, donc il y a toujours des raisons. Et donc, à la fois, il n'est pas responsable et il doit quand même s'affirmer avec bienveillance. Donc, on peut tout se dire, donc c'est avec bienveillance et on peut refuser quand même une situation dans un environnement négatif pour essayer de l'améliorer, mais en faisant prendre conscience en fait à cet environnement qu'il est négatif et que voilà, c'est pas forcément souhaitable pour tout le monde de rester dans cette situation. Garde le micro, Stéphane, on a une autre question pour toi. Sébastien qui nous demande si tu as des pistes de réflexion pour continuer d'améliorer l'application Elton, peut-être intégrer d'autres dimensions dans son processus de fonctionnement. Alors, oui, nous avons beaucoup de pistes d'amélioration, effectivement. Donc aujourd'hui, l'application Hello Elton est finalement fait travailler de façon très personnelle. Donc on travaille aussi et avec Humans Matter à du coup intégrer une notion collective en fait qui est aussi importante. Donc ça c'est une des pistes d'amélioration sur lesquelles on travaille. Il y a aussi de la mesure. On travaille beaucoup aussi sur améliorer nos mesures à l'intérieur, donc on mesure aussi via nos questionnaires d'auto-positionnement le sentiment d'efficacité personnelle. On a aussi beaucoup d'améliorations là-dessus, et puis sur la gamification et dans beaucoup d'aspects. Merci Stéphane pour cette réponse. On a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau. J'en vois une de Laetitia. Est-ce que AG2R recherchait une solution digitale à la base? Le choix d'Hello Elton est-il basé sur cela ou pour une autre raison? Je suis surprise que pour des compétences sociales, cela se passe ensuite par du digital. Question très intéressante. Alors, le début de la question, tu peux me relire Oui, c'était est-ce que AG2R, la mondiale, recherchait une solution digitale à la base? Non, à la base, notre enjeu, c'était vraiment d'accompagner le développement des soft skills. Et donc, ce que l'on a cherché, c'est vraiment à avoir une approche qui soit multiple. Et donc, cette approche digitale, elle vient vraiment compléter. C'est-à-dire que ça donne la possibilité... En fait, ce que ça ramène, le digital, c'est beaucoup de facilité pour y avoir accès. C'est-à-dire que ça donne des contenus et ça permet à l'individu d'aller le chercher au moment où il le souhaite. Alors que quand on est dans quelque chose de collectif, on se réunit tous de 9h30 à 12h30. Là, et donc du coup, ça vient compléter. C'est vraiment une offre globale. Et donc pour répondre aussi à l'aspect digital, comment utiliser le digital pour ces compétences-là, alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire en digital et d'autres moins. Cette démarche d'accompagnement, moi je l'ai lancée pour une première fois à distance, et c'est vrai qu'on se rend compte que la distance et le digital, c'est difficile de faire passer l'émotionnel dans ce moment avec le digital. Et donc du coup c'est vrai que le présentiel reprend toute sa valeur, notamment par rapport à cette dimension émotionnelle. Maintenant, moi j'ai vraiment une approche
complète. C'est-à-dire que je vais venir compléter ce présentiel ou cette démarche-là avec des choses digitales. C'est-à-dire que ça vient s'additionner et non pas s'opposer. Ce qu'on a remarqué dans le parcours tout à l'heure, effectivement, on avait ces différents temps d'intervention, de préparation, où au final, Elton venait s'inscrire dans la démarche. Ouais. En petit complément, du coup, Laetitia, effectivement, c'est totalement contre-intuitif, le digital et les soft skills. Vous avez raison, et c'est pour ça qu'en fait, on se sert du digital, non pas pour amener de la connaissance et des vidéos et des quiz, mais on se sert des digital pour faire vivre dans la vraie vie, dans la vie courante, et faire des actions en fait aux gens. Donc c'est uniquement le côté pratique du digital qui nous intéresse là. Donc c'est faire des choses aux gens dans la vraie vie et prendre du feedback. Voilà. Opérationnellement, si je peux me permettre, c'est effectivement ça. C'est de pouvoir à tout instant, si on le souhaite, se connecter, réaliser, planifier même, j'ai envie de dire, hein, puisque pour ma part, personnellement, hein, c'était peut-être une petite astuce, c'est bonne pratique, mais j'ai planifié un temps dédié à la réalisation de ces petits défis où, dans mon planning chargé, ben voilà, on se réserve ce temps qui permet d'avoir une continuité des actions au fil de l'eau et de ne pas perdre et de ne pas laisser pendant des semaines sans réaliser ou sans avancer, puisqu'on est en train de parler d'un développement par l'entraînement. Comme tout entraînement, ben, il faut quand même qu'il y ait un suivi et des réalisations progressives dans le temps pour voir les effets à court, moyen et long terme. Alors, je crois qu'on a d'autres questions. On en avait une de Thierry qui nous demande comment aider les cadres à aider les apprenants, les deux populations étant touchées par les effets délétères de la situation. Et je pense qu'on parle là de la situation du Covid, bien entendu. Comment aider les cadres en fait, c'est ça ? À aider les apprenants. Ouais. À aider les. Bon, on a vu en fait du coup avec Alexa et l'exemple d'AG2R La Mondiale que l'impulsion managériale est très importante en fait dans l'organisation, de donner la permission et d'aller sur ce terrain des soft skills en fait. Donc ça c'est vraiment primordial, et peut-être aussi d'ailleurs de commencer par les cadres eux-mêmes en fait et les managers eux-mêmes, comme dans ton expérience, Souad. Ça c'est peut-être un premier point d'entrée pour qu'après chaque manager puisse être plus à l'aise aussi de faire redescendre ça au niveau de ses propres équipes. Merci. Ce qui me vient par rapport à cette question aussi, c'est l'importance de l'interaction et du lien. Ça a été dit plusieurs fois, en tout cas par rapport, et je fais le rapport avec la santé mentale, c'est comment est-ce qu'on embarque nos apprenants en tant que cadres. C'est vraiment en maintenant ce lien de qualité, grâce effectivement aux compétences sociales, de comment est-ce que je communique et comment est-ce que je collabore. Et ça passe par une première étape d'écoute. Moi, c'est quand j'anime des ateliers, la première étape, j'en ai pas forcément parlé, mais les 3 premiers quarts d'heure, c'est comment est-ce qu'on ralentit le rythme pour vraiment être en pleine présence et en pleine écoute et faire avec ce qui est. Donc, et même voilà, des émotions négatives ou de la réticence, etc. C'est juste regarder ce qui est à l'instant présent. Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. La méthode Blanit, est-ce que ça parle à quelqu'un dans ce plateau ? Non. Ouais, je crois que là-dessus, on va un peu sécher. S'il y a d'autres questions qui émergent, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai peut-être une question pour toi, Alexa, toute simple. Là, on a vu que donc, ce parcours avait été mis en place depuis un petit moment, qu'on commence déjà à voir des effets. Quelle va être la suite à donner à tout ça, au final ?
Alors la suite, donc déjà j'ai un carnet de commandes pour 2022 qui est en train de se remplir, donc j'en suis déjà ravie sur cette thématique du bien travailler ensemble. La thématique qui émerge là actuellement, derrière ce bien travailler ensemble, c'est la thématique de la gestion des émotions. Qui vient complètement compléter cette démarche parce que c'est vrai que la gestion des émotions, c'est pareil, quelque chose qu'on n'apprend pas. Et quand on arrive à un niveau émotionnel, on se rend compte vraiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui peut se passer au niveau des interactions. Donc notre étape d'après, c'est la gestion des émotions. Donc déjà, gérer mes émotions. Donc moi, avec mes émotions, comment je fais, et puis après, de comment je fais avec l'émotion de l'autre, comment je gère ce qui se passe à cet endroit-là. Et puis aussi de voir toutes nos différences, hein, c'est-à-dire que face à une même réalité, l'émotion générée peut être extrêmement différente. Hein. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la joie. Enfin voilà, face à un même événement, c'est aussi se rendre compte que ce qui se passe à l'intérieur de nous est très différent et d'accepter cette différence et de faire avec. Effectivement, hein, les émotions importantes, hein, puisque point d'ancrage pour nos processus cognitifs, donc si on n'a pas la possibilité de les accepter, de les comprendre, ça peut être compliqué pour la suite. Et en prendre soin de ces émotions, c'est aussi prendre soin de la santé mentale. Ça, c'est une dimension qui est un petit peu abordée quand même dans l'application, parce que c'est des choses que toi, tu aurais envie dans Hello Elton de continuer à explorer en parallèle des compétences sociales. Alors dans Hello Elton, on a on a différents types de compétences et on a aussi des compétences sur la connaissance de soi, sur ses émotions notamment. On travaille aussi beaucoup sur la positivité, sur la résilience, donc vraiment sur le soi en fait. Et c'est effectivement une des premières bases pour pouvoir ensuite échanger avec les autres, c'est de mieux se comprendre pour pouvoir comprendre les autres.